Bonjour et bienvenue chez la permaculture Saule Vert. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des résultats du travail que nous avons effectué pour résoudre les problèmes d'inondation, d'espèces envahissantes et d'érosion. Je vais vous montrer certains des résultats de notre travail au fil du temps. Nous allons également vous montrer ce que nous avons fait face aux grands problèmes des inondations, où l'eau s'accumulait et ne bougeait pas, comme vous pouvez bien le voir ici. Nous vous montrerons ce que nous avons fait à ce sujet et vous montrerons les résultats par la suite. Alors, allons-y! Je vais donc commencer par vous montrer le travail que j'ai réalisé pour réaliser les canaux qui traversent la propriété. Vous pouvez donc voir toutes les courbes et zones d'étang que je vous ai montrées dans la dernière vidéo. Et ici, vous pouvez voir comment ils se connectent tous. Alors voilà, ça traverse la forêt. En fait, j'ai commencé à creuser vers, disons, le bas, vers où sont les zones d'étang. C'est là où j'ai commencé à creuser et je suis revenu au début, parce que de cette façon, je pouvais vraiment voir dans quelle direction l'eau voulait aller, pendant que je creusais quelques mètres à la fois. Ici, vous pouvez voir à droite le jardin de la Lune dont j'ai parlé, et ici, vous pouvez voir le canal se frayer un chemin à travers la forêt. Sur la droite, vous pouvez voir le jardin des tortues dont j'ai parlé, et maintenant, vous pouvez voir un canal à la droite dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Maintenant, ici, c'est notre premier printemps en 2020, après que j'ai fait les travaux de creuser le canal à travers la forêt. Et puis, tout de suite, ça a commencé à fleurir tout le long du canal. Ce sont des soucis des marais. C'était tout simplement merveilleux de les voir. Ils ont fleuri partout et ils ont vraiment souligné le travail que nous avons fait. Cela nous a vraiment permis de profiter, d'observer les résultats de notre travail. Ici, c'est l'étang. Et ici, vous pouvez voir maintenant la ligne des soucis des marais qui traverse la forêt. Ici, il s'agit de la zone de Chinampa que j'ai filmé la dernière fois. Mais ici, c'est la fin de l'été 2020. Vous pouvez voir beaucoup d'eupatoires maculés, vous pouvez voir de la verge d'or. Et ici, c'est l'impatiente du Cap, qui est à l'intérieur de la forêt, le long du canal, au printemps 2021. Au début du printemps, on a les soucis des baraques qui fleurissent. Et à la fin du printemps, et tout au cours de l'été, on a les impatientes du Cap qui poussent et qui fleurissent. Ils sont vraiment sympas. On les appelle aussi des « ne me touche pas » parce que quand elles fleurissent et elles montent en graines, lorsqu'on touche les têtes de graines, elles explosent et les graines volent partout. C'est vraiment agréable de sortir et d'écouter les oiseaux dans la forêt. Et voici la forêt en été 2021. Vous venez de voir le jardin de la tortue alors que nous y travaillons avec des bûches en faisant un petit chinampa. Et voici quelques exemples de vie qui reviennent dans la forêt. Les grenouilles qui mangeaient les insectes de nos plantes, les papillons monarques, les sycomores et autres arbres que nous avons plantés ou repiqués. Et voici les courbes au début du printemps. Voici la forêt. Voici cet arbre que je vous ai montré qui était tombé dans l'autre vidéo. L'un des nombreux arbres tombés. Et voici donc la forêt avec les sentiers qui la traversent. On ne voit même plus le canal à cause de l'épaisseur de la végétation, ce qui est super agréable. Et puis, à part des chemins qu'on a tracés à travers la forêt, dans les zones où il y avait moins de végétation, c'est là qu'on a mis les sentiers. Partout ailleurs, la végétation a poussé de manière vraiment épaisse. Et ça, on a vraiment été heureux de ça. Vous pouvez voir certains des arbres qui devaient encore être abattus lorsque nous avons filmé ceci. Et ici, vous pouvez voir les courbes qui sont désormais toutes vertes, pleines de végétation.
Ici, nous avons une fleur de guimauve, d'où proviennent les guimauves originales. Nous avons des raisins sylvestres et du sureau sylvestre. Notre forêt a donc vraiment commencé à se transformer en forêt gourmande. Maintenant, avec ce succès derrière nous, il était temps de s'attaquer aux problèmes majeurs d'inondation que nous avions plus près de la maison. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré cette image de l'inondation que nous avons constatée moins d'1 mois après avoir emménagé. L'eau, elle s'écoulait par un tuyau très étroit dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Mais cela n'a jamais été suffisant. Il y avait des inondations et l'eau restait pendant des semaines, parfois pendant des mois. Et en plus, c'était à chaque saison, au printemps, en été, en automne et même en hiver, comme vous pouvez le voir ici. Il y avait des inondations et nous avions de l'eau en permanence. Notre pompe de puisard fonctionnait parfois 24 heures sur 24, parfois à intervalles de 26 secondes pendant des semaines. C'était donc un problème qu'il fallait résoudre. Cette zone, comme vous pouvez le voir, est reliée à notre allée, à notre entrée. C'est donc un passage qu'on aimerait pouvoir utiliser si jamais on souhaite utiliser, par exemple, un petit véhicule électrique. On n'en a pas encore, mais on aimerait parce que parfois le travail est lourd. On utilise des brouettes en ce moment, mais on aimerait ça peut-être avoir quelque chose d'électrique et léger qu'on pourrait emmener vers l'arrière de la propriété. Et le passage logique est ici parce que ça communique avec notre allée, avec notre entrée. L'autre côté de la propriété, c'est plutôt des jardins et aussi des zones sylvestres. Ce sont des zones qui sont réservées à la flore et à la faune indigène, locale. Parce que pour nous, c'est très important de faire revenir la biodiversité parce que c'est avec la biodiversité qu'on retrouve l'équilibre sur le terrain. C'est avec la biodiversité que nous retrouvons aussi la santé de l'écosystème, la santé de nos plantes, la santé de la nourriture que nous produisons et notre santé. Alors, on voulait vraiment protéger notre propriété et s'il fallait, disons, utiliser un endroit pour passer, bien, c'était ici parce que ça communique avec notre entrée. Les autres parties, il n'y aura pas été approprié pour cela. Et alors, nous avons donc essayé d'utiliser du paillis pour construire cette zone, des chinampas, des bûches et tout le reste, mais même avec cela, ce n'était tout simplement pas suffisant, parce que le sol en dessous s'érodait. C'est ce que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Et puis, comme vous pouvez le constater, même le paillis que nous avons mis en place était sous l'eau. Je vais donc utiliser cette carte que nous avons créée. Nous avons commencé à dessiner cela au cours de notre première année et après environ 1 an de présence ici, c'est à ce moment-là que nous avons vraiment commencé à travailler sur cette carte. Et nous avons commencé à saisir un grand nombre d'arbres que nous sauvions dans la forêt ou que nous plantions ou que nous avons repiqués. Mais aujourd'hui, je vais utiliser cette carte pour parler de la façon dont nous avons résolu le problème des inondations. Voici ici donc le ponceau par où passait l'eau et le canal que j'ai creusé. Le premier étang, l'étang aux tortues, le jardin des tortues, tout ça dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Et puis voici les courbes et le deuxième étang. Et voici où nous avons continué à creuser le canal menant jusqu'à un autre chinampa, ici, et jusqu'au ruisseau. Maintenant, le problème était de ce côté-ci. Il y avait donc de l'eau, comme je l'ai évoqué dans la dernière vidéo lorsque je parlais du jardin de la tortue, ici. De l'eau arrivait de cette zone juste ici. Lorsque nous avons décidé cette carte, nous ne savions toujours pas exactement d'où venait cette eau, et c'est pourquoi elle semble apparaître de nulle part. Ce que nous savions par contre en observant le mouvement de l'eau, l'écoulement de l'eau se faisait toujours de l'ouest en est ou du nord au sud.
jamais l'inverse. Cela n'est jamais allé, disons, de l'est vers l'ouest, ni du sud vers le nord. L'eau coulait toujours vers l'étang ou vers le devant de la propriété. Lors des pluies, la direction du courant d'eau était toujours très évidente. Mais comme cette eau ne venait pas du canal que nous avons creusé, on ne savait toujours pas d'où elle venait. Ici aussi, il y avait de l'eau qui coulait d'ouest en est en plusieurs points, comme vous pouvez le voir dans cette image. Puis, elle s'accumulait ici. Nous savions que nous avons ici un tuyau de drainage, un tuyau très minuscule d'une dizaine de centimètres en diamètre. Alors, voici ce que nous avons essayé de faire au début. Nous voulions donc évacuer l'eau qui inondait d'ici, puis la conduire jusqu'ici, vers le tuyau. Parce que sur cette image d'inondation, c'est toute cette zone ici que vous pouvez voir qui est inondée. Sur cette image, il y a la clôture qui est juste ici, et toute cette zone jusqu'à l'allée est entièrement inondée. Et tout le long de cette clôture ici, tout le long de l'arrière. Peu de temps après avoir aménagé, nous avons appris qu'il y avait un tuyau d'environ 10 cm enterré ici. Et il y avait un tout petit accès depuis un seau de 20 litres qui était également enterré. C'était un accès à ce tuyau souterrain que nous pouvions garder à tout moment dégagé de débris, puis on a fait sûr de faire cela. Et cela conduisait l'eau sous terre jusqu'au milieu de l'allée ici. Et au milieu de l'allée, cela s'écoulait dans un baril souterrain. Un baril ordinaire, la taille d'un baril de pluie, disons, ou la taille d'un tonneau de bière, mais c'est en métal. Et à peu près de la taille d'un baril de pluie. L'eau s'écoulait là-dedans et remplissait le baril. Le baril était entouré sous terre et c'était plein de gravier. Et l'eau s'écoulait là. Et ensuite, l'idée apparemment, c'était que l'eau s'écoulerait à travers la baril, soit filtrée par le gravier, puis s'infiltrerait à travers le sol en dessous de l'allée, jusqu'au ruisseau. Mais cela posait deux problèmes majeurs. Tout d'abord, un baril enterré ne serait jamais capable de supporter la quantité d'eau qui passait par ici. Comme je l'ai déjà mentionné, par ici en arrière, nous pourrions voir passer plus d'1 million de litres et parfois plus d'1 million de gallons d'eau par jour, plusieurs millions de litres par jour. Et puis ici aussi, l'eau arrivait en quantité très abondante. Et comme vous l'avez vu sur cette image, ce petit tuyau n'allait pas suffire, n'allait jamais suffire. Alors, quand il y avait beaucoup d'eau ici, ce tuyau n'était simplement pas suffisant pour permettre à l'eau de s'écouler. La deuxième partie du problème était que le tuyau était enterré, ainsi que le baril. Le baril aussi était enterré, le baril qui recevait l'eau. Oui, le baril était plein de trous, et l'eau devait passer par ce baril et s'infiltrer jusqu'au ruisseau. Eh bien, je pouvais voir où l'eau s'infiltrait très lentement vers le ruisseau à travers la terre. Le problème, c'est que ça s'infiltrait à travers le sol. J'ai bien dit à travers le sol. Et donc, il y avait des sédiments qui étaient aspirés dans le ruisseau depuis le sous-sol avec cette eau et qui entraient dans le ruisseau. Ce qui est un problème parce que c'est un problème pour l'habitat d'un ruisseau que des sédiments y pénètrent. C'est quelque chose à ne pas faire. N'importe quel organisme de protection de la nature vous le dirait. On ne veut jamais éroder les sédiments dans l'habitat d'un ruisseau, dans l'écosystème d'un ruisseau. Ce n'est pas bon pour la vie du ruisseau. Et donc, c'était un problème. Mais ce n'était pas seulement un problème pour l'écosystème du ruisseau, c'était aussi un problème pour toute la zone ici, parce qu'il y avait de la terre qui s'infiltrait dans le ruisseau depuis le sous-sol. Alors, ça devait sortir de quelque part. Alors ici, il s'était emporté à plusieurs reprises
Et ça s'infiltrait dans le ruisseau. Et alors, on avait donc un problème d'érosion majeure. Tout partout par ici, toute cette zone, c'était essentiellement en train de couler. Ça devenait à chaque année de plus en plus basse. Et alors, nous devions donc résoudre ce problème. Maintenant, quelle était la solution? Comme vous pouvez le voir ici, c'est essentiellement là que se trouvait ce petit tuyau. Alors voilà, l'essentiel, c'est l'essentiel de la problématique. Comme vous l'avez vu sur les photos plus tôt dans la vidéo, l'allée était ici. Eh bien, l'allée est à un niveau plus élevé, disons, que celui-ci. Que l'allée est à un niveau plus élevé que l'entrée du tuyau. Il s'agit d'un niveau bien inférieur là où l'eau entrait dans le petit tuyau. L'eau était donc basse et l'eau ne pouvait pas monter. L'eau ne pouvait donc pas s'écouler par-dessus l'allée et se déverser dans le ruisseau. Et cette allée, lorsqu'elle a été construite, était une allée partagée avec les voisins de ce côté. Et donc, l'allée arrivait ici, puis bifurquait dans cette direction et bifurquait dans cette autre direction, puis le terrain descendait derrière l'allée. Et donc, en gros, il y avait un mur juste ici. L'eau ne pouvait pas surmonter tout cela. Il faudrait qu'elle descende. Et donc, l'idée que j'avais était que nous avions besoin d'une sorte de ponceau ici. Maintenant, ce que j'ai fait, et ceci est très important, c'est très important de faire cela dans une situation comme ça. Et j'en ai parlé dans la dernière vidéo. J'ai appelé l'autorité de protection de la nature locale. Et j'ai eu leur avis à ce sujet. Maintenant, j'étais prêt, je savais déjà quelle serait la solution à mon avis. Et justement, c'est la solution qu'ils ont recommandée. C'est-à-dire que la solution était d'installer un ponceau par ici, passant sous l'allée et débouchant de l'autre côté de l'allée sur la pelouse, dans le jardin devant la maison, où l'eau pourrait s'accumuler un peu dans une petite jardin de pierre, avec de la pierre et aussi une sorte de tissu sous la pierre pour empêcher l'érosion du sol. Ainsi, l'eau passerait par ici, ressortirait du ponceau, serait filtrée à travers la pierre, puis irait dans le ruisseau sans aucun sédiment qui l'accompagne. Et c'est ce que nous avons fait. Et je vais vous montrer quelques photos de cela maintenant. Mais avant de le faire, j'aimerais juste dire ceci. Cette carte, c'est une carte magnifique et j'allais en parler dans cette vidéo, mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, peut-être dans une prochaine vidéo. Parce que c'est une carte qui montre une grande partie de la gestion forestière sur laquelle nous avons travaillé. Et ainsi, vous pouvez voir ici, avec la légende montre tous les arbres indigènes que nous avons plantés ou que nous avons repiqués sur le terrain. Et aussi les arbres que nous avons libérés de l'étranglement par le nerf brun ou de la noyade dans l'eau. Il y a donc un certain nombre d'espèces qui existaient déjà ici. Des espèces indigènes, par exemple, la viande flexible, la viande trilobée, le sureau, qui constituaient d'excellents éléments pour notre forêt alimentaire, pour notre forêt gourmande. Mais il y a aussi d'autres espèces, comme le pin blanc et le pin rouge. Et il y avait aussi du chêne par ici, des érables, du frêne épineux et bien d'autres espèces. Et aussi, nous avons également donné un nom à chacun de nos sentiers, afin de savoir de quel sentier on parlait. Car, comme vous pouvez le constater, les chemins sont tous indiqués dans la carte. Donc, si nous recherchions certains arbres que nous avions transplantés ou que nous essayions de protéger, on était capable d'utiliser cette carte pour les retrouver. Et donc, c'était la forêt en arrière. Il s'agit ici de la zone clôturée juste derrière la maison, une zone où, si on a des invités qui ont des animaux domestiques comme des chiens, bien, ils pouvaient les garder ici dans la clôture, la section clôturée.
Et ici, c'est le jardin devant la maison. Et croyez-le ou non, c'est dans ce petit jardin que nous pouvons cultiver toute notre nourriture ou la majeure partie. Nous avons également d'autres jardins. Il y en a un que nous avons mis ici et que vous allez voir bientôt. Et ici, c'est notre jardin pluvial. Ici, notre verger. Ici, nous avons quelques arbres fruitiers, des pommiers, des poiriers. Nous avons des pruniers ici, des cèdres ici et bien d'autres. Je reviendrai peut-être plus en détail sur cette carte à un autre moment. Alors voilà. Ce que nous devions faire ici, c'était installer un ponceau. Et ce n'était pas quelque chose que nous allions faire nous-mêmes. Nous avons dû payer quelqu'un pour faire cela, parce que nous voulions nous assurer, nous devions nous assurer que cela serait fait conformément aux recommandations de notre Bureau de protection de la nature locale, de l'Autorité de protection de la nature locale. Parce que chaque fois que vous avez affaire à quelque chose qui entre en contact avec des ruisseaux ou à tout ce qui a trait à l'eau, il est très important de travailler avec votre autorité de protection de la nature locale pour vous assurer que vous faites les choses de la bonne manière. Et c'est donc quelque chose que je recommande vivement. Alors continuons. Ce ponceau allait donc nous permettre de nous débarrasser de ce type d'inondation que vous pouvez voir ici. Et nous avons commencé entre-temps, alors que nous nous préparions à faire ce travail, nous avons commencé à travailler la construction de cette zone devant, là où se trouvait l'inondation, afin de pouvoir y planter un jardin. Comme vous pouvez le constater, nous avions beaucoup de travail à faire. Encore une fois, nous avons consulté l'Autorité de protection de la nature. Ici, vous pouvez voir les travaux en cours pour installer le ponceau. Et voici le résultat. Ainsi, chaque fois qu'il y a un petit peu d'eau supplémentaire, elle peut s'écouler lentement et éventuellement être filtrée à travers cette pierre. Il n'y aura plus une énorme accumulation d'eau. Alors, il n'y aura pas de danger de grande inondation à travers le ponceau. Ce n'était pas complètement terminé. Quand nous avons filmé ceci, il y avait beaucoup plus de pierres qui ont été ajoutées par la suite. Et puis, l'eau était capable de s'écouler proprement dans le ruisseau. C'était assez profond juste à la sortie du ponceau pour que l'eau puisse tomber dans les pierres, être filtrée et repasser dans le ruisseau sans sédiment. J'ai donc commencé à travailler sur ce nouveau jardin que j'ai aménagé juste après la mise en place du ponceau, une fois qu'ils avaient fini de travailler. Je l'ai fini et j'ai tout de suite planté dedans. C'était donc en mai, ils sont arrivés à la mi-mai et puis immédiatement j'ai aménagé ce jardin, j'ai commencé à y planter. Et donc ici, vous pouvez voir le processus. J'ai aménagé des jolis sentiers de paillis. Vous pouvez voir où se trouve le paillis à côté de la clôture là-bas. C'est là l'entrée du ponceau. Et nous avons mis toutes sortes de plantes ici. Encore une fois, nous avons créé des petits mini chinampas ici pour que ces plantes puissent vraiment profiter de l'eau qui était ici. Car même avec le ponceau mis en place, évidemment, il y avait beaucoup d'eau dans le sol. Et donc, ces plantes allaient pouvoir réellement accéder à cette eau. Alors voilà, après la mise en place du ponceau, nous avons pu voir beaucoup de végétation dans cette zone commencer à pousser. Et des animaux heureux, une tortue serpentine ici, et voici une tortue peinte de l'Est. Ceux-ci sont dans la forêt. Ici, vous avez de la fleur cardinale, de l'achillée millefeuille et de l'échinacée. Beaucoup d'échinacées. Et donc, vous savez, quand il n'y a pas d'inondation, vous pouvez faire pousser beaucoup de choses. Et voici une échinacée à tête grise, juste ici. Toutes ces fleurs, les animaux les adorent vraiment. Et nous sommes donc vraiment très heureux de voir notre terre reprendre vie. J'espère donc que vous avez apprécié la vidéo.
J'espère que cela répond à vos questions, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, passez une bonne semaine et à la prochaine.